Mesdames et messieurs, bonjour. Après quelques émissions consacrées au répertoire 19e-20e siècle, la Minute Pédagogique s'intéresse aujourd'hui à un spectacle du répertoire classique qui aura lieu au Phénix les 13, 14 et 15 décembre prochains. Il s'agit du Tartuffe de Molière, mis en scène par Éric Lacascade. Alors, comme d'habitude, je vous propose dans un premier temps quelques éléments concernant Molière, son théâtre, le Tartuffe et sa réception, pour ensuite nous intéresser davantage au metteur en scène Éric Lacascade, la scénographie et la distribution. Et enfin, je vous proposerai quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle avec vos élèves. Ainsi, intéressons-nous dans un premier temps à Molière, son théâtre, à Tartuffe et à la réception de son théâtre au XVIIe siècle. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps de Molière, c'est qu'il n'était pas seulement dramaturge, mais aussi comédien et metteur en scène. En cela, on imagine assez aisément que son théâtre va s'imprégner justement de cette capacité à travailler le texte toujours en relation avec la scène. C'est-à-dire que le théâtre de Molière s'écrit avec la scène en permanence. Alors, Molière aussi, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à ce personnage, à cet auteur? C'est parce qu'il est aussi celui qui est à l'origine de la grande comédie. On sait bien effectivement que s'il puisait ces sujets dans l'Antiquité, il n'en demeure pas moins qu'il a donné à la comédie une force qu'elle n'avait pas encore pour que la comédie puisse égaler un tant soit peu la tragédie. On sait effectivement que la comédie est depuis l'Antiquité, depuis Aristote en l'occurrence, un genre considéré comme bas, un genre vulgaire, un genre qui ne mérite pas les éloges. Contrairement à la tragédie, qui est le genre noble, le genre propre au développement en fait, des passions, au développement aussi des héros, à l'hubris et autres thèmes qui la caractérisent. Alors, justement, par rapport à Molière et sa relation à la comédie, il faut savoir que son parcours témoigne parfaitement de cette volonté de créer une nouvelle comédie qui puisse enfin avoir des lettres de noblesse. Ainsi, si l'on s'intéresse au parcours théâtral de Molière, on s'aperçoit effectivement qu'il passe de la farce, donc genre qui n'est pas encore travaillé comme ce qu'on pourra voir par la suite, avec notamment Le Médecin volant, Le Médecin malgré lui ou encore Les Fourberies de Scapin. Progressivement, il travaille la comédie pour la rendre un peu plus complexe, avec notamment des pièces un peu plus psychologiques comme L'École des femmes. Et enfin, il va commencer à établir des liens avec l'univers de la musique, notamment en collaboration avec Jean-Baptiste Lully, autour de comédies-ballets telles que Le Malade imaginaire ou encore Le Bourgeois gentilhomme. C'est dans les années 1660 que Molière va essayer de créer une comédie qui soit plus à même d'égaler la tragédie dans la force qu'elle peut supposer. En effet, il va commencer à écrire des pièces en 5 actes pour la plupart, des pièces en 5 actes qui vont être portées aussi par la versification. Alors, dans ces grandes comédies complexes qui gagnent aussi en profondeur et en épaisseur, nous trouvons bien évidemment Le Misanthrope, écrite en vers, Les Femmes savantes de même, Don Juan en prose, et bien entendu la pièce qui nous concerne aujourd'hui, Tartuffe, qui, elle, est écrite en vers. Alors, qu'est-ce qui guide Molière dans son théâtre? Bien évidemment, nous l'avons déjà d'ailleurs vu dans de précédentes minutes pédagogiques, il s'agit d'un théâtre qui répond à la théorie du castigat ridendo mores, c'est-à-dire châtier les mœurs par le rire. C'est-à-dire que lorsque l'on envisage les pièces de Tartuffe, il faut bien se dire qu'il s'agit d'étopées, c'est-à-dire d'études de mœurs qui lui permettent de passer au crible du théâtre et de sa réflexion, les comportements des gens, avec notamment des personnages souvent monomaniaques, des sortes de types de personnages obsessionnels, qui lui permettent d'accroître d'ailleurs la force comique de ces textes, de ces pièces. Ainsi, Molière nous offre une belle galerie de personnages monomaniaques qui correspondent évidemment à des types de personnages de la réalité, toujours amplifiés pour donner force au comique. Il s'agit par exemple dans ces pièces d'Arnolphe et du Cocuage, il peut s'agir d'Harpagon et de l'or, de l'argent de l'or, ou encore Orgon le colérique. Et c'est là qu'on voit aussi que chez Molière, ces monomaniaques ont toujours un prénom qui correspond à leur identité. C'est-à-dire que Harpagon en grec c'est l'avare, Orgon en grec c'est la colère. Donc on voit aussi cette relation entre l'onomastique, donc le nom du personnage, l'origine de son nom, et le caractère qu'il revêt dans la pièce. Alors si vous désirez en savoir davantage sur Molière et son parcours, je vous invite à voir le film créé par Ariane Mouskine en 1978. Il s'agit de film Molière. Alors film assez intéressant parce qu'il retrace le parcours de Molière, de son enfance à sa mort, tout en évoquant les différents écueils qu'il a pu rencontrer dans sa vie lors de sa grande mission théâtrale, de sa grande œuvre théâtrale. Alors, d'autre part, il est aussi intéressant de savoir que dans ce même DVD, vous allez trouver des entretiens avec Ariane Mouskine, qui d'ailleurs a monté un Tartuffe tout à fait original, qui a d'ailleurs créé une certaine polémique à une certaine époque. Alors, de quoi parle cette pièce Tartuffe? Alors, cette comédie s'ouvre sur une salve de reproches faite par Madame Pernelle, qui quitte la maison familiale parce qu'elle est excédée du comportement et du train de vie de ses petits-enfants. Alors, bien évidemment, nous assistons
pendant toute la pièce, et ça commence dès la scène 1, à un processus de défragmentation de la famille, avec comme chef Orgon, qui est malheureusement sous la coupe de Tartuffe. Il en est la dupe et la marionnette. Alors c'est là que ça devient intéressant aussi, parce que dès le départ, il a toute une sorte de réunion familiale, acte 1, scène 1, qui montre bien que tous les personnages ont compris qu'il est Tartuffe, sauf deux, à savoir Orgon et Madame Pernelle. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que dans cette pièce, Tartuffe n'intervient qu'au troisième acte. Alors c'est assez intéressant, puisque lorsque vous étudiez une scène d'exposition avec vos élèves, vous savez bien que l'exposition se termine en général lorsque tous les personnages sont présents sur scène. Ici, il y a une sorte d'effet de suspense et de retardement qui permet justement de se faire une idée de cet hypocrite qui est caché sous un masque et qui, de ce fait, ne peut être dévoilé maintenant. Alors, on va assister donc à une présentation progressive de Tartuffe à travers le regard de chacun, sachant que dès la scène 1, Madame Pernelle, bien entendu, le défend, envisage Tartuffe, à l'instar d'Orgon, comme un saint. Intéressons-nous maintenant à la réception de la pièce Tartuffe. Alors pourquoi s'intéresser à la réception de cette pièce? Tout simplement parce qu'elle a déclenché les fureurs au XVIIe siècle, avec notamment les partis dévots, la Compagnie du Saint-Sacrement par exemple, qui se sont sentis attaqués par la pièce de Molière. Alors justement, à ce titre, il faut savoir que la pièce que nous connaissons actuellement n'est que la troisième version de ce que Molière avait déjà écrit au préalable. Il y a effectivement trois versions, intitulées respectivement donc Tartuffe et l'hypocrite, ou Tartuffe et l'imposteur, et enfin le dernier Tartuffe que nous connaissons tous. Alors concernant cette première version, elle a été jouée à l'occasion des plaisirs de la cour, les plaisirs de l'île enchantée, c'est l'intitulé des divertissements de cour de l'époque. Et cette pièce avait été appréciée par Louis XIV, mais les partis dévots n'ont pas supporté cette façon d'envisager le dévot et ont monté cabale contre Molière pour qu'elle ne soit plus représentée en société, représentée devant tout public. D'après les traces que nous avons de l'histoire du XVIIe siècle, nous savons a priori que cette cabale des dévots a été menée ou suscitée par la Compagnie du Saint-Sacrement qui, elle, aspire à un strict respect des vertus chrétiennes, à savoir la charité. On imagine donc aisément l'impact qu'a pu avoir la pièce Tartuffe. Orgon invite chez lui Tartuffe, lui offre le logis, lui offre son argent, lui offre aussi sa propre fille. Et c'est en cela que les valeurs chrétiennes de la charité sont mises en danger, puisqu'effectivement, toute personne qui désirera faire la charité à l'autre sera toujours dans l'obligation, par paranoïa peut-être, de passer l'autre au crible de son jugement pour savoir s'il est hypocrite ou s'il ne l'est pas. Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la cabale des dévots concerne bien évidemment Molière, mais s'attaque de manière générale au théâtre et aux comédiens, parce qu'on sait très bien qu'ils sont dangereux pour les valeurs qu'eux défendent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut penser du théâtre à l'époque, et notamment du Tartuffe de Molière, c'est ce que dit par exemple Pierre Roulet dans un panégyrique qu'il avait écrit pour Louis XIV, donc il s'agit d'un prêtre, hein. Il avait qualifié Molière, je cite, de démon vêtu de chair et habillé en homme, et il demanda même qu'il soit brûlé vif. Alors imagine un peu l'impact que pouvait avoir le théâtre à l'époque sur les gens, et les partis dévots notamment, et on voit par cette réplique-là à quel point la pièce du Tartuffe pouvait gêner les partis dévots. Alors ce qu'il faut savoir toutefois de cette première version du Tartuffe de Molière, c'est qu'elle se terminait par le triomphe de l'hypocrite. Et on comprend dès lors pourquoi aussi les partis dévots se sont autant insurgés contre cette pièce. Alors si Molière est fragilisé par les critiques du parti dévot et par le refus né de l'ordonnance de reproduire sa pièce en public, il n'en demeure pas moins qu'il va se venger de ces partis dévots en créant deux autres pièces très connues, des pièces assez complexes dans la composition aussi. Il s'agit en 65 de Don Juan et en 66 du Misanthrope. Alors pourquoi ces deux pièces viennent s'insérer entre la première version du Tartuffe et la seconde qui se présentera en 67? Parce que dans les pièces Don Juan et le Misanthrope, il va aussi donner lieu à certaines critiques acerbes de l'hypocrisie. Alors, vous prenez par exemple pour le Misanthrope l'acte 1, scène 1, dans laquelle Alceste va se montrer extrêmement violent à l'égard de l'hypocrisie mondaine, et on a d'autre part pour Don Juan l'acte 5, scène 2 par exemple, dans laquelle Don Juan va procéder à un éloge paradoxal de l'hypocrisie. Alors on voit bien effectivement que là il y a des piques qui sont lancées à l'égard des partis dévots, et qui vont donner force à Molière pour écrire les versions suivantes du Tartuffe. Ainsi, je le disais, en 1667, il écrit sa deuxième version du Tartuffe, qui va beaucoup plaire d'ailleurs lors des lectures privées en particulier. C'est-à-dire que Molière va réunir assez souvent dans différents endroits des personnes, des spectateurs avides de théâtre, et il propose des lectures de sa pièce Tartuffe. Alors, elle aura tellement de succès déjà en privé que même Christine de Suède va demander, hors frontières, à Molière de venir jouer sa pièce dans son palais de Rome.
Alors, on voit encore une fois l'impact de la pièce avant même qu'elle soit autorisée par le roi. C'est ainsi le 5 février 1669 que Molière pourra enfin représenter sa pièce Le Tartuffe devant tout public. Alors, ce qu'il faut savoir de cette représentation, c'est qu'elle ne sera pas faite une seule fois, mais 28 fois consécutives et 77 fois alors que Molière est encore vivant. Sachant qu'il est mort en 1173, vous imaginez aisément la fréquence de représentation de cette pièce. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a connu des recettes sans précédent, et ça montre encore une fois le succès incroyable de cette pièce, qui pourtant, pendant des années, a valu la censure à cause des partis dévots notamment. Alors ce succès évidemment traverse les siècles, puisqu'entre 1680 et 1960, la pièce sera jouée 2654 fois. C'est la pièce la plus jouée du répertoire classique. Alors dans les mises en scène qui ont remarqué l'histoire de Tartuffe, il y a notamment celle de Louis Jouvet dans les années 50, qui va aller à contre-courant de ce que la pièce laissait comme réception à la première lecture. Ensuite, vous aurez aussi une autre façon d'envisager le Tartuffe, qui va être transposée dans le continent africain, nord-africain, avec un Tartuffe islamiste. Il s'agit de la mise en scène de Ariane Nouchkine. Nous venons de voir quelques éléments concernant Molière, son théâtre, le Tartuffe et sa réception. Il s'agit maintenant de s'intéresser à celui qui va relever le défi d'une nouvelle actualisation-adaptation de la pièce. Il s'agit d'Éric Lacascade. Éric Lacascade, metteur en scène né en 1959 de parents enseignants et ingénieurs, va hériter de ses parents donc d'un goût prononcé pour le théâtre. On parle de Jean Villard à table, c'est une famille qui se rend régulièrement au Festival d'Avignon, et l'on comprend du coup aisément les raisons pour lesquelles Éric Lacascade va baigner et va vouloir orienter son futur dans le théâtre. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il se lance d'abord dans des études de sciences juridiques et sociales et obtiendra son diplôme à l'âge de 21 ans. Alors toutefois, le théâtre le rattrape très vite puisqu'il commence à s'orienter vers la mise en scène, inspiré notamment par le Living Theatre, un théâtre expérimental très engagé, américain et ensuite exilé en Europe, et aussi par un autre théâtre, il s'agit du Grand Magic Circus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de Lacascade, c'est qu'il a entretenu une relation très riche avec le grand metteur en scène expérimental aussi, Grotowski. Alors on imagine bien que toute cette inspiration va orienter son propre théâtre et le faire évoluer vers une façon d'envisager cet art très personnel. Alors, notamment, suite à cet intérêt particulier pour le théâtre, il va cofonder avec Guy Alouchery une compagnie théâtrale en 1983. Il s'agit de la Balatom Théâtre. Alors, cette compagnie va travailler sur différents textes, en passant de Claudel à Racine, de Sophocle à Marivaux, toujours porté par la volonté d'adapter et non pas forcément de mettre en scène. L'adaptation est un mot-clé dans le théâtre d'Éric Lacascade. C'est en 1997 qu'Éric Lacascade prend la direction du Centre dramatique national de Normandie, situé à Caen. Alors c'est alors qu'il est à la direction de cet établissement, il cultive toujours tout de même l'ambition de la mise en scène, de l'engagement, voire de la provocation. Alors ce qu'il faut savoir par ailleurs de son travail, même à la direction de ce théâtre, de ce Centre dramatique national, c'est qu'il est vraiment porté par le désir de partager le théâtre et l'expérience même du théâtre avec le public, en créant notamment des ateliers de recherche de manière à expérimenter le théâtre en tant que tel. En 2000, Éric Lacascade propose au Festival d'Avignon 3 spectacles, une trilogie de textes de Tchekhov, à savoir La Mouette, Ivanov et Cercle de famille pour 3 sœurs. Alors cette trilogie connaîtra un franc succès qui lui permettront ensuite d'élaborer d'autres projets dans lesquels il s'investira toujours de manière différente pour proposer de nouvelles adaptations. Alors notamment il mettra en scène Isabelle Huppert dans Les Dagabler et s'intéressera aussi ensuite au travail de Maxime Gorky avec notamment Les Barbares ou encore Les Estivants. Alors si on devait s'interroger ou qualifier le théâtre d'Éric Lacascade, il faudrait le qualifier de théâtre qui mêle l'intime et le collectif. Un théâtre aussi qui interroge, c'est important chez lui, qui interroge les relations humaines. Lui qui crée en 2010 Oncle Vania de Tchekhov en lituanien et qui va s'exiler quelque temps à l'étranger dans les pays de l'Est pour pouvoir justement proposer son théâtre là-bas, va revenir pour se lancer dans un nouveau défi. Il s'agit bien évidemment de la pièce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir Tartuffe. Alors pourquoi est-ce qu'Éric Lacascade s'intéresse à cette pièce Tartuffe XVIIe siècle au XXIe siècle alors qu'elle a été autant de fois jouée? En fait, s'il s'agit effectivement d'un défi, c'est surtout qu'il désire s'amuser avec, comme il le considère, l'alexandrin, s'amuser avec l'alexandrin, et pouvoir justement exploiter tout le champ des possibles offert par ce texte qui est extrêmement dense, ce texte en 5 actes aussi, que tout le monde connaît. Alors bien évidemment, dans sa note d'intention, il expose ces différents arguments qui justifient sa mise en scène, et je m'arrête juste sur un extrait de cette note. « Le passage de cet homme sans nom laisse chacun désemparé,
face à une vie nouvelle dans laquelle nous pressentons qu'aucun masque, aucun travestissement ne sera plus possible. L'intérêt des grandes pièces de théâtre, connues de tous, c'est que l'on ne passe pas l'essentiel de son temps à se demander ce qui va se passer. On le sait et on peut s'attacher à étudier comment cela arrive, comment cela se passe. Donc là, effectivement, il met l'accent sur l'intérêt de mettre en scène une pièce déjà connue, parce que puisque déjà connue de chacun, le spectateur va s'intéresser véritablement au fonctionnement même de la pièce, au ressort dramaturgique et aussi à tout ce qui peut mener les personnages au dénouement, tout simplement. Alors pour accueillir la rigueur des Alexandrins de la pièce Tartuffe et aussi la force des contraintes des situations, Éric Lacascade fait appel à un scénographe reconnu, il s'agit d'Emmanuel Clolus. Alors intéressons-nous maintenant à la scénographie proposée par Éric Lacascade, Emmanuel Clolus. Alors si le texte de Molière est éminemment respecté dans la mise en scène d'Éric Lacascade, la liberté va naître du décor. C'est-à-dire que Emmanuel Clolus et Lacascade vont désirer créer un nouvel écrin à la pièce de Molière en proposant ainsi un décor monochrome, un immense décor monochrome créé sur un effet de symétrie avec des portes qui vont permettre l'accès en fait, au champ des personnages, mais en même temps aussi vont permettre les entrées et les sorties des différents protagonistes de la pièce. Et l'intérêt de cette mise en scène, de cette scénographie, pardon, est de permettre à Tartuffe de s'imposer progressivement dans l'ensemble en lui octroyant de plus en plus de place. C'est-à-dire que, vous savez bien, je le disais tout à l'heure, que Tartuffe n'apparaît qu'à l'acte 3. Et cet effet créé avec les lumières sur ce décor monochrome couleur bois va permettre justement progressivement d'étouffer l'espace de manière à ce que l'arrivée de Tartuffe soit mise en valeur et témoigne de ce chaos qu'il va justement créer. Alors ce décor qui mélange XVIIIe siècle et contemporain va permettre donc, notamment par la présence d'un balcon, va permettre des relations particulières entre les personnages. C'est-à-dire que la structure même du décor, qui est immense, hein, en tout cas sur l'arrière, sur ce qu'on ne voit pas, permet de montrer un peu cette autorité, ces relations entre les différents personnages, en créant des verticales, des horizontales. C'est-à-dire que du haut, des bas, du petit, du grand, tout cela pour justement mettre en valeur les différents personnages et les différentes actions qui vont avoir lieu. Alors, de même, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il y a très peu d'accessoires sur scène, parce que Éric Lacascade et Emmanuel Clolus désirent ne pas perturber l'attention du spectateur. C'est-à-dire que rien ne sera là pour dévier l'attention, pour divertir justement au sens propre le spectateur de ce qui est censé être vu, de ce que l'on doit vivre dans l'action même des personnages. Ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Clolus, lorsqu'il a conçu cette scénographie, a dialogué avec la costumière de la pièce, à savoir Marguerite Borda. Alors pourquoi avoir dialogué avec elle? Tout simplement pour aboutir à une harmonie au niveau des tons, d'une part, mais aussi au niveau de l'ambiance que Éric Lacascade voulait créer. Effectivement, ce qui inquiétait Éric Lacascade à l'origine, c'est que cette pièce est en alexandrin, et il imaginait fort mal des costumes qui seraient contemporains. Donc cette harmonie a été trouvée puisque les costumes que vous pourrez voir le jour de la représentation sont des costumes inspirés du XVIIe siècle, mais qui sont effectivement contemporanéisés par le choix en fait, d'une base commune pour chaque personnage. On va voir que les costumes sont assez simples, une base commune, de manière à créer cette harmonie d'ensemble, et donc rien ne vient perturber l'attention du spectateur. Pour porter ces costumes et endosser le rôle des différents personnages de la pièce, Éric Lacascade a fait appel à la distribution de qualité, avec notamment Nora Krief, que vous connaissez, dans le rôle de Dorine. Dans le rôle de Tartuffe, Éric Lacascade lui-même, dans le rôle d'Orgon, Christophe Grégoire, le rôle de Cléante, David Bodbol, le rôle de Marianne, Milaré-Lobos. Dans le rôle d'Elmire, il s'agira de Daria Lippi. Dans le rôle de Madame Pernelle, ce sera Laure Werkman. De Damis, Arnaud Chéron. De Valère, Simon Gaucher. Et enfin, de Monsieur Loyal, il s'agira de Stéphane G. Alors après ces deux premiers points concernant Molière, son théâtre, le Tartuffe et la mise en scène proposée par Éric Lacascade, je vous propose maintenant, à mon tour, des pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier et d'analyser au mieux le spectacle avec vos élèves. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est intéressant sans doute d'étudier les différents thèmes évoqués par la pièce Tartuffe. Alors évidemment, s'il s'agit d'une satire religieuse, il est important de montrer qu'elle met en opposition les excès, deux formes d'excès. On a d'une part effectivement les excès de la bigoterie des dupes notamment, qui sont incarnés par Orgon et Madame Pernelle en particulier, et d'un autre côté aussi l'hypocrisie de Tartuffe. Alors ces deux choses mises à part, il faut après voir les personnages qui incarnent le juste milieu, avec notamment Cléante et Elmire, qui vont permettre à la pièce de retrouver un équilibre. Les répliques de Cléante à la fin de la pièce en témoignent largement.
Ensuite, concernant toujours ces différentes thématiques, les thématiques de cette pièce, intéressez-vous, pourquoi pas, au thème de l'hypocrisie de manière générale, en littérature. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de faire une séquence sur le Tartuffe, sur la pièce dans son intégralité, vous pouvez toujours proposer aux élèves, même en argumentation, un groupement de textes afférent à l'hypocrisie. Alors là, je vous invite par exemple à prendre l'une des scènes du Tartuffe, évidemment, puisqu'elle regorge de répliques qui permettent justement de s'attacher à ces caractéristiques de l'hypocrisie. Vous pouvez aussi aller vous intéresser, donc, je le disais tout à l'heure, à l'acte 5, scène 2 de Don Juan, dans lequel il propose un éloge paradoxal de l'hypocrisie, et où on sent effectivement tous les pics de Molière à l'égard des parties des veaux aussi. Enfin, vous pouvez aussi travailler sur La Bruyère, qui ira plus loin que Molière d'ailleurs dans la critique des hypocrites, puisque quand on voit le portrait d'Onufre dans les caractères de La Bruyère s'attache à montrer que Tartuffe, somme toute, n'est qu'un apprenti hypocrite, alors que Onufre n'est pas marrant du tout, il n'est pas ridicule. C'est-à-dire que c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que si Tartuffe conserve des caractéristiques très comiques dans la pièce de Molière, le personnage proposé par La Bruyère ne l'est pas du tout. C'est vraiment l'hypocrite extrêmement dangereux qui ne peut pas faire sourire le lecteur. Alors, sur cette thématique de l'hypocrite, vous pouvez aussi voir des fables de La Fontaine, et notamment celle du torrent et de la rivière, qui somme toute, reprend aussi d'ailleurs une des répliques de Tartuffe, à l'acte 1, scène 1, où il est dit, où Lampernel, je crois, dit qu'il n'est pas pire eau que l'eau qui dort. Et le cas échéant, dans le torrent et la rivière, on peut analyser cette thématique, puisque le torrent incarne le bruit que l'on entend, et par conséquent, on détourne le torrent, on fait le tour pour pouvoir le passer, alors que la rivière, on ne s'en méfie pas, mais on s'y noie. Et le conseil, la morale, l'aspect didactique de la fable réside dans cette idée-là, justement. Donc à vous de voir si vous ne pouvez pas articuler toute une séquence autour de l'hypocrisie, et à la limite, faire lire Tartuffe en lecture cursive, et puis assister, bien entendu, à la représentation de la pièce. En première partie, j'évoquais avec vous la réception de la pièce au XVIIe siècle. Je pense qu'il serait aussi très intéressant d'étudier avec vos élèves l'importance de la censure et l'impact du théâtre dans la société. Effectivement, si la pièce a suscité autant de fureur au XVIIe siècle, par les partis dévots notamment, enfin chez les partis dévots notamment, il s'agit quand même de montrer à l'élève que le théâtre, quoique art scénique, qui est une argumentation aussi indirecte, peut permettre de remettre en cause les systèmes, la société, et donc des catégories de personnes qui se sentent vite concernées par ce qui se passe sur scène. La fiction parfois rejoint la réalité. À ce titre, vous pouvez questionner vos élèves sur le problème moral que peut poser cette pièce, qui a dû affronter la censure. Et je vais vous citer une phrase de l'archevêque de Paris, qui était prononcée en 1667. Il s'agit de Péréfixe, l'archevêque. Il condamne Tartuffe en tant que, je cite, « comédie très dangereuse et d'autant plus capable de nuire à la religion que sous prétexte de condamner l'hypocrisie ou la fausse dévotion, elle donne lieu d'en accuser indifféremment tous ceux qui font profession de la plus solide piété et les expose par ce moyen aux railleries et aux calomnies continuelles des libertins. » Alors, c'est là qu'on voit que Molière parvient à son but. On évoquait en introduction le fait qu'il se portait par l'intention de châtier les mœurs par le rire. Ici, on voit bien que la pièce va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que là, la pièce ne devient même plus marrante pour un grand nombre de personnes. Elle ne fait pas rire. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, Stendhal considéra d'ailleurs que la pièce Tartuffe n'est pas une comédie. Pour lui, c'est un drame et on ne peut pas rire, je prends les termes de Stendhal, dans Racine et Shakespeare, on ne peut pas rire de la situation dans laquelle Damis, notamment le fils d'Orgon, se trouve, puisque Orgon déshérite complètement son fils. Donc la situation est quand même extrêmement grave dans la pièce et se justifie d'ailleurs davantage par la fin qui est totalement, comment dire ça, qui est complètement inattendue parce qu'elle n'est pas motivée par tout le début de la pièce. Et justement, c'est un autre point que nous pouvons aborder ensemble. Alors, ce point, effectivement, il s'agit du Deus ex machina. Vous savez bien qu'au théâtre, et notamment dans la comédie, il est très difficile de trouver une fin. Puisque les personnages sont des monomaniaques, comment est-ce qu'on peut trouver une fin puisque la monomanie, par définition de toute façon, ne peut pas se guérir. Orgon reste colérique et reste dupe de toute façon aussi. Harpagon reste avare, comme Argan reste malade, en tout cas obsédé par sa maladie. De ce fait-là, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème dans une pièce de théâtre? Dans la tragédie, les personnages meurent, c'est très simple. Dans la comédie, comment est-ce qu'on va faire? Alors justement, Molière se doit, comme dans Don Juan d'ailleurs, de trouver une solution, donc le Deus ex machina, qui va justement faire intervenir un personnage miracle, qui va donc permettre le dénouement de la pièce. Donc justement, vous pouvez travailler aussi avec vos élèves sur cette idée du Deus ex machina pour leur faire comprendre comment un auteur peut gérer la fin de ses pièces. Alors sachant par ailleurs que le Deus ex machina existait déjà dans l'Antiquité, puisque c'était le moment dans les pièces où on faisait intervenir une divinité pour justement y mettre fin. Il s'agissait à l'époque de l'apo mécanès théos, donc l'expression grecque qui désigne aujourd'hui le Deus ex machina. Alors,
Ensuite, ce que vous pouvez aussi étudier avec vos élèves, bien évidemment, c'est le comique dans Tartuffe, toujours en le nuançant. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait une certaine gravité dans la pièce du Tartuffe. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier dans une pièce, dans une comédie, ce qui est a priori une comédie, comment est-ce qu'on peut concilier les différents comiques avec la gravité de la situation? En effet, si Orgon est ridicule dans sa monomanie, si Tartuffe est ridicule aussi dans sa façon de gérer les choses, et si ensuite l'écriture même de Molière, la dramaturgie de Molière avec des petites scènes, des lazzi, etc., permettent aussi de faire rire, comment est-ce qu'il parvient à maintenir l'intensité comique dans une pièce qui dure quand même 5 actes? Je pense que là, c'est intéressant avec vos élèves d'y travailler. Alors, dans le dossier pédagogique qui est proposé, qui est proposé pour ce spectacle, vous pourrez voir que vous pouvez remplir un tableau justement avec vos élèves sur une sorte de synopsis aussi de la présence des personnages. Et en même temps, et je vous conseille d'ajouter justement une sorte de colonne afférente au comique, de manière à saisir à quel moment est-ce que les scènes sont véritablement comiques et comment est-ce que Molière parvient justement donc, à capter l'attention du lecteur pour ce registre comique. Et c'est en cela d'ailleurs que vous pourrez, de ce fait, à la fin, analyser tout le dénouement, avec les répliques de l'exemple notamment, qui va s'imposer comme une véritable morale, qui va non seulement permettre l'éloge du prince du roi Louis XIV, mais en même temps porter les propos de Molière. Alors évidemment, vous allez voir que cette fin du livre, on pourrait la qualifier de parabase, puisque Molière va prendre la parole à travers les personnages, par le juste milieu de Cléante notamment. Alors si vous vous intéressez donc au comique de la pièce Le Tartuffe, montrer les différents types de comiques, de caractères, de situations, etc., de manière justement à ce que l'élève puisse confronter sa lecture du texte avec la mise en scène proposée par Éric Lacascade. Alors aussi, ce que vous pouvez faire si vous préférez travailler la pièce d'un point de vue plus argumentatif, j'évoquais tout à l'heure l'idée de la censure, etc., pourquoi ne pas aussi éventuellement travailler avec les élèves la préface, si vous n'avez pas le temps de faire la pièce dans son intégralité, de manière à ce qu'ils puissent comprendre l'impact qu'a pu avoir la pièce et en même temps saisir la thèse que défend Molière dans son théâtre, une thèse sur laquelle il est nécessaire d'apporter la vertu par le théâtre, et notamment par le rire, bien évidemment. Alors bien évidemment, si vous travaillez sur le texte, il est aussi, à mon sens, nécessaire de travailler sur la mise en espace du texte. En effet, vous savez bien que le Tartuffe regorge de passages extrêmement riches pour être mis en scène, avec des tirades, de nombreuses tirades, des stichomitis, différentes formes théâtrales extrêmement intéressantes à jouer, pour que l'élève puisse comprendre l'impact de la dimension d'une réplique sur scène. Alors, par exemple, je vous invite à travailler avec vos élèves sur l'acte 1, scène 1 de la pièce, puisque Madame Pernelle s'impose ici comme une sorte de chef d'orchestre dans laquelle elle va en permanence décider ou non de la parole des uns et des autres. Et en cela, puisque cette scène engage quasiment tous les personnages de la pièce, vous allez pouvoir travailler avec beaucoup d'élèves en même temps, en module par exemple, ou après vous pouvez diviser la classe en plusieurs groupes, et c'est de proposer des différentiels pour cette première scène de la pièce. Alors vous allez pouvoir voir effectivement que les élèves naturellement vont travailler sur... les élèves qui ne parlent pas dans la scène, qui ne parlent pas tout le temps, vont devoir trouver une attitude en fait, vont devoir trouver une attitude de manière à ne pas laisser le silence imposer leur corps sur scène de manière complètement neutre. Il va falloir qu'ils existent sur scène malgré le fait que Madame Pernelle prenne toujours la parole. Alors si c'est une scène que vous pouvez aussi jouer avec vos élèves, ou en tout cas leur demander de proposer une mise en espace, c'est la scène 5 de l'acte 4. Alors pourquoi? Parce que c'est la scène dans laquelle on renoue un peu, ou en tout cas Molière renoue avec son théâtre premier, à savoir la farce, puisque c'est la seule scène dans la pièce où justement nous avons Orgon qui est dit caché sous la table. Il y a tout un jeu de scène qui se produit avec Elmire qui tousse pour avertir son mari qui n'entend pas, qui préfère rester sous la table parce qu'il est sans doute médusé d'assister à cette scène entre Tartuffe et sa propre femme. Donc voilà, il y a plein de choses à faire par rapport à cette scène-là et plein de choses qui vont faire naître justement différentes possibilités de mise en scène avec des élèves qui vont pouvoir accentuer en même temps la force comique de l'extrait. Et enfin, une scène très connue aussi qui mérite d'être travaillée avec vos élèves, en tout cas d'un point de vue, pour une mise en espace, il s'agit de la scène 4 de l'acte 1, puisque cette scène permet justement de montrer aux élèves qu'une réplique peut être dite de manière très différente. Il s'agit de la fameuse réplique du pauvre homme, avec Orgon qui n'écoute même pas les propos de Dorine, qui est en train pourtant d'évoquer les souffrances de certains personnages, etc. C'est-à-dire que là, comment est-ce que cette réplique du pauvre homme va être jouée, alors qu'elle est répétée à maintes reprises? Et là, du coup, vous pouvez travailler sur des effets d'amplification, d'accentuation, de manière à essayer de faire surgir encore une fois des différentiels et montrer l'impact comique de l'exagération et de l'équilibre. Donc là, vous allez pouvoir aussi travailler sur le jeu même d'Orgon, c'est-à-dire que comment est-ce qu'Orgon va réagir face aux nouvelles? Est-ce qu'il est ridicule
est-ce qu'il est ridicule dans sa façon de le dire, ou au contraire, est-ce qu'il est vraiment dans le pathétique? Est-ce qu'il est crédible? Enfin, il y a plein de choses à faire par rapport à cette scène-là qui pourrait permettre aux élèves de se démarquer les uns des autres, justement, au sein de la classe. Alors bien évidemment, les pistes pédagogiques que je viens de vous proposer ne sont pas exhaustives. La pièce de Tartuffe regorge de possibilités que vous pouvez aussi après travailler avec vos élèves. Cela dit, le dossier pédagogique qui est joint donc, à cette mine pédagogique vous permettra de voir aussi d'autres pistes qui sont adaptables au collège comme au lycée. Alors, il s'en est terminé de cette mine pédagogique consacrée donc au Tartuffe, mise en scène par Éric Lacascade. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à me contacter sur mon mail turquet@lephénix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.